Voilà, de retour après la coupure, un petit crash d'ordi. Bon, bah ça arrive en ce moment, on a un ordi qui rame. On va vous mettre à contribution bientôt, on en reparlera. Donc je vais reprendre la question. Ouais, en plus des questions, il y en a à l'appel. Alors, on parlait évidemment de ce lien avec les sciences, les anciennes philosophies hermétiques de l'ancienne Égypte, l'alchimie. On me demande aussi si vous connaissez les travaux de Rudolf Steiner, peut-être. Oui, oui. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, mais tout ça est passionnant. D'accord. On me dit bonsoir, monsieur Athème. Tout au long de sa vie, Blaise Pascal s'est interrogé sur l'infini. Une notion qui a beaucoup imprégné son œuvre, tant mathématique que théorique, ainsi que tous les grands penseurs d'antan qui ont eu l'idée d'inclure le concept du divin afin de résoudre la problématique du néant de l'infini. Quel est votre avis? Ben, je pense que Pascal a été un grand illuminé, un grand visionnaire. Il avait compris que le problème fondamental de la compréhension des choses est l'infini. C'est vraiment le problème fondamental. Il s'est posé, c'est l'ensemble de son œuvre, il a raison. Tout est relation à l'infini. Ouais. L'évolution de l'être, c'est une relation à l'infini. La conscience est une relation à l'infini. Comprendre l'univers, c'est comprendre l'infini. Il n'y a pas 36 chemins à prendre. Donc lui, il avait compris que l'infini était impossible, puisqu'il a dit l'infini est une sphère dont la circonférence est partout, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. La circonférence est nulle part, on peut toujours aller plus loin, donc il n'y a pas d'infini au bout du compte. En réalité, il n'y a pas d'infini. Et le centre est partout. C'est là qu'on peut faire intervenir l'idée de créateur. Puisque l'infini n'a pas de circonférence, alors son centre est partout. Et si son centre est partout, si la circonférence aussi est partout, elle est aussi partout, il n'y a pas que le centre. Et donc, tout est dualiste, tout est à la fois zéro et infini. Partout. Et ce qui est le créateur, c'est ça. C'est le fait que partout, Elohim, encore une fois, je sépare le ciel et la terre. L'infini, j'ai une sphère autour de moi, qui est potentiellement infinie, que je veux intégrer en moi. C'est l'amour. La conscience repousse l'infini, l'amour me réunit à l'infini. La conscience est créatrice, l'amour est réintégrateur. La conscience est répulsion, l'amour est attraction. C'est ça qui compose l'esprit, c'est ça qui compose le tout. Et si on veut appeler ça Dieu, évidemment, on a le droit d'appeler ça Dieu, c'est pas un problème. Sauf que ce n'est jamais un état fini, puisque c'est jamais infini. Donc, c'est une multitude de façons de créer, et donc c'est Elohim et non pas Eloah. C'est QFD. Alors on me dit, y a-t-il une source d'où tout découle? D'où viennent toutes les manifestations et la multitude d'univers et de dimensions? Y a-t-il une déité unique, un non-être, un néant, un zéro, où tout découle? Donc, on a déjà répondu. On a déjà répondu, mais c'est toujours la même question de l'infini en fait. On a déjà répondu à ça. Il y a une infinité de façons de créer l'univers. Et quelle est la cause de tout ça? C'est parce que pour que l'infini soit, comme il ne peut pas être, eh bien, tout ce qui le compose devient nécessaire à son tour. Donc tous les finis permettent de composer l'infini, et tous ces finis sont une progression vers l'infini. Donc on est une évolution. Mais c'est bien ce qu'on constate. On a tous l'impression d'avoir un univers à l'extérieur, et qu'est-ce qu'on fait avec? On essaye de l'aimer. On essaye de l'intégrer, de s'unir à lui. Alors, en tant qu'être humain, on en a plus intégré qu'en tant que caillou, mais les cailloux aussi essayent d'intégrer l'univers. Ça prend beaucoup plus de temps, ça prend des milliards d'années pour qu'un caillou il change. Nous, ça prend quelques minutes pour que l'être humain change. Mais quand on sera des anges, des archanges ou autre chose, on pourra changer encore beaucoup plus rapidement. Alors, on me dit, si la conscience n'est pas finie, qu'elle a une fin, donc l'infini est lorsque la conscience n'est plus. Oui, c'est le néant. Si l'infini était, ce serait le néant. Il y a quand même des gens qui comprennent, hein. C'est super, c'est génial. Ça s'appelle vérité en plus, c'est marrant. C'est très facile à comprendre. S'il y avait un infini, ça voudrait dire qu'il n'a aucune caractéristique. S'il a la moindre caractéristique, alors il est fini. Il est défini. Il ne peut pas avoir de caractéristique. S'il n'a aucune caractéristique, il est nul. L'infini nul, c'est le néant.
Donc si la conscience était infinie, si l'esprit était infini, si Dieu était infini, ce serait le néant. Ce n'est qu'une nécessité, et ce n'est qu'en tant que nécessité qu'il est créateur. En tant qu'état, il peut être créateur de rien du tout. En tant qu'état, il n'a pas besoin de nous. Mais en tant que nécessité, alors tout devient nécessaire, tous les finis deviennent nécessaires, et la conscience se vit à tous les niveaux de vibration, donc toutes les longueurs d'onde possibles. Et nous sommes là. Sous forme matérielle, puisque c'est une confrontation entre conscience et amour. Je veux avec l'amour, mais je ne veux pas avec la conscience. Attraction, répulsion. Et donc là où les deux forces se rencontrent, il y a la particule atomique. Donc partout, on a l'impression que le monde est dur, est solide, et nous empêche d'évoluer. On se dirait, ah bah si j'étais esprit, je pourrais traverser le mur, donc je ne suis pas esprit, c'est de la matière. Ben, c'est le contraire. Parce que je suis esprit, j'ai l'impression que l'univers est solide. C'est paradoxal, mais tout est paradoxal. Il y a beaucoup de paradoxes. Oui, ce n'est que des paradoxes. Ce n'est que beaucoup de paradoxes. Alors, on me dit, bonjour monsieur Hatem, votre père aurait inventé un moteur à dégravitation. D'après un reportage de France 3 sur le refuge de Sarenne, un ingénieur en électronique aurait même créé une carte électronique afin d'optimiser le système. D'après votre père, ce moteur permettrait, par exemple, de sortir 4 watts d'énergie en consommant seulement 1 watt. Ma question, pourrait-on pas boucler la sortie et l'entrée et ainsi ne consommer aucune énergie? Comment ce moteur fonctionne-t-il? Et pouvez-vous nous dire un petit mot sur l'électrogravitation? La dégravitation. Mon père n'a pas réussi à faire un système autonome. Il a réussi à faire un système qui crée de l'énergie, certes, mais il n'a pas réussi à le rendre autonome. D'autres ont réussi à le rendre autonome. En Bretagne, au Japon, au Canada, je crois qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire. Non, on n'est pas en contact avec eux, donc on ne sait pas où ça en est. Mais il y en a qui ont réussi à le faire, effectivement. Je crois, hein. J'en ai entendu quelques échos. Maintenant, oui, c'est un moteur qui fonctionne comment? C'est un moteur. L'idée, c'est de copier l'atome, c'est-à-dire de copier le mode de création de l'énergie de l'univers. Parce que l'énergie se crée à chaque instant. Il n'y a pas un stock d'énergie et puis hop, il va s'épuiser, comme on pourrait le croire avec le Big Bang. Il y avait quelqu'un qui posait une question sur le Big Bang, on n'a pas répondu. Oui, pas grave. C'est simple. Dans la théorie du Big Bang, c'est le Big Bang, après le Big Crunch, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'énergie, tout va s'effondrer, c'est ce qu'on nous explique. Et pour s'effondrer, pour se réunir, il faut beaucoup d'énergie. Pour revenir au point de départ. Puis comme il n'y a pas de point de départ, puisque tout est éparpillé, il n'y a aucune raison qu'il y ait un Big Crunch. C'est pas possible. Donc, il y a plein d'incohérences dans le Big Bang, de toute façon. De toute façon, le fait d'expulser de la matière ne peut pas permettre de créer des systèmes. Et encore moins, en même temps, des planètes et des atomes. Bon, bref, c'est pas grave. On en reviendra. Le moteur donc en question, il essaye d'utiliser un des aspects essentiels de l'atome, qui est la dégravitation, sans laquelle il n'y aurait pas d'atome. Et la dégravitation, je vous en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, quand je vous dis que les sphères, lorsqu'on a des sphères à distance l'une de l'autre, et aussi que leurs axes ne sont pas complètement parallèles, etc., elles se mettent à tourner. Et elles ne peuvent pas faire autrement, elles se mettent à s'accélérer et à se mettre à tourner ensemble. C'est automatique. On l'explique extrêmement clairement dans les cours et dans les livres. Mais ça ne s'accélère que grâce à la dégravitation. Sinon, il y aurait équilibre des forces. C'est ça qui empêche les physiciens de croire à notre système. Même ceux qui sont venus le voir, d'ailleurs, ils essayent de se demander mais quel subterfuge ils ont trouvé pour faire de l'énergie, alors que théoriquement, avec les lois de la thermodynamique, on ne peut pas créer d'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça. Bon. Or, l'énergie se crée tout le temps. Hein. On ne vient pas du Big Bang, hein. Sinon il y a longtemps qu'on serait de descendre. Hein. On aurait disparu depuis longtemps. Là, on est tout le temps en train de recréer des mieux et de renaître au printemps et de refaire des choses. Et puis c'est une création perpétuelle d'énergie, la création. Et donc, une fois qu'on l'a comprise, et qu'on a compris comment les atomes fonctionnent et comment les planètes se mettent en route, etc., on sait comment l'univers crée sa propre énergie. Donc on peut se dire, on va essayer d'utiliser ça pour faire de l'électricité, etc. Et comment on fait? Eh bien, on utilise des aimants, évidemment, puisque ce sont les aimants sur la planète Terre qui permettent de le faire. On n'a pas à part notre conscience, mais on ne peut pas l'utiliser pour faire des moteurs. On utilise celle des aimants, et donc il faut que ce soit des aimants pour qu'ils aient une influence magnétique les uns sur les autres, alors que d'autres objets n'ont pas d'influence magnétique les uns sur les autres. Petit cochon, là, c'est un aimant. Il a une vibration, c'est un aimant. Mais on est dans le cadre de la Terre et il n'a pas d'influence magnétique sur la boule. Ça marche pas. Mais avec des aimants, on arrive à le faire. C'est un cas particulier où on arrive à le faire.
Donc les aimants, ils se mettent en route tout seuls, donc ils ne consomment pas d'énergie, ils en créent. Quand ils se rapprochent, la chute en attraction est une chute accélérée, sans consommation d'énergie toujours, sauf que dans les systèmes qu'on utilise, on a un moteur, on fait tourner des aimants, et les autres aimants, ils vont être entraînés sans consommer d'énergie, eux, parce que le magnétisme fait qu'ils sont entraînés. Et donc, ils créent déjà de l'énergie sans consommation. Mais quand on en a mis 2, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4, on peut en mettre 10, on peut mettre des tonnes d'aimants, des kilomètres d'aimants qui vont tous tourner, toujours avec le petit moteur de départ. Parce que les autres, ils vont tous être entraînés par magnétisme, uniquement par magnétisme. Donc chacun crée une énergie considérable. Parce que des kilomètres d'aimants, on n'a jamais fait ça avec des kilomètres, mais on a fait ça avec 36 aimants, c'est déjà pas mal. Un seul qui tourne, 36 aimants qui tournent autour, qui s'entraînent. On en aurait mis 150, c'est 150 auraient tourné pareil. Et aussi longtemps que le premier tourne, tous les autres tournent. Là, sur la Terre, on est obligé d'utiliser un petit moteur. Si on était dans le vide cosmique, tout se met en route. Et l'univers fonctionne tel qu'il est sans moteur. Mais on essaye de copier ça. Et donc la dégravitation, on appelle ça des moteurs à dégravitation, c'est les internautes d'ailleurs qui ont appelé ça des moteurs à dégravitation parce qu'ils avaient compris la découverte fondamentale de mon père qui est la dégravitation. Quand les aimants s'approchent, ils sont en chute en surgravitation. C'est pas du tout la même chose que si on en rapproche un d'un aimant fixe. Les deux se rapprochent en même temps, donc l'attraction est beaucoup plus forte que lorsqu'on en approche un. Selon Newton, il y a une augmentation à l'inverse du carré de la distance, 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Mais quand les deux se rapprochent, ça n'a plus rien à voir. La chute en attraction est beaucoup plus grande que ça. Et pareil quand il s'éloigne. Quand vous éloignez un seul aimant, il est freiné, il revient. Il y a un freinage. Et ça, bon, on constate 2 fois plus de distance, 4 fois moins de vitesse. Bon. C'est pour ça que les physiciens disent votre système ne peut pas marcher, votre moteur ne peut pas marcher. Parce que si d'un côté il y a attraction, de l'autre côté il y a freinage. Mais en réalité, il y a surgravitation d'un côté et dégravitation de l'autre. Donc accélération. Pourquoi il y a dégravitation? Parce que lorsque les deux aimants s'éloignent simultanément l'un de l'autre, ça n'a plus rien à voir avec le fait d'en éloigner un par rapport à l'autre. Il va être freiné, il va retomber. Mais si on éloigne les deux en même temps, c'est fini. Ils ne retomberont plus jamais, ils sont complètement libérés. L'attraction n'est plus du tout opérante. C'est comme s'il n'y avait plus d'attraction. Ils sont toujours en attraction, mais elle ne joue plus, elle ne freine plus rien du tout. Parce que chaque fois qu'on a divisé la vitesse par 2, on a augmenté la distance par 2. Donc c'est comme si la vitesse n'avait été pas réduite. Je la multiplie encore par 2, je la diminue encore de 2 la vitesse, ok, mais la distance est augmentée de 2. Donc il n'y a pas de changement. Il y a une libération totale des mouvements. Donc si vous avez libération d'un côté et attraction en chute accélérée de l'autre, vous avez une accélération. Et c'est ça qui permet de faire fonctionner des tas d'aimants en rotation. Et si à chaque aimant est un alternateur ou quelque chose qui crée de l'électricité, vous pouvez récupérer énormément d'électricité comme ça. C'est le meilleur système pour l'énergie libre, c'est l'énergie libre magnétique. La fameuse énergie libre, oui. Alors, vous semblez avancer que nous sommes dans une longue suite causale dans un univers discontinu et que notre mode de conscience crée une continuité qui nous fait croire à une temporalité ou qu'un mur est solide, par exemple. Toutefois, si ma conscience fait partie de l'univers et aide à le constituer, dans le sens compléter et construire, alors le temps existe et le mur est solide. Dans ce sens, ne pensez-vous pas que ce que vous dites est à la fois vrai et faux, au même titre que l'univers qui existe et n'existe pas? Non. Pas du tout, parce que l'univers, la conscience n'est pas du tout dans l'univers. La conscience ne fait absolument pas partie de l'univers. C'est l'inverse. C'est l'univers qui est dans la conscience. On l'a expliqué tout à l'heure, l'univers est dans la conscience. Et donc, en tant qu'il est dans la conscience, en tant que matière, il n'a aucune réalité. C'est de la conscience. Et il est impossible de prouver le contraire. On peut prouver instantanément, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'à partir du moment où j'ai conscience d'une chose, c'est que cette chose est spirituelle et non pas matérielle. Le simple fait d'en avoir conscience suffit à le démontrer, puisque c'est dans la conscience. Il est très facile de comprendre pourquoi il y a une sensation de matière, parce que la conscience est un phénomène dualiste, avec une opposition de deux forces, et donc une résistance très forte entre les deux. Et donc on a l'impression d'une solidité, d'une dureté qui nous fait croire à la matière, évidemment, et c'est seulement la conscience qui ressent ça.
Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas du tout renvoyer dos à dos le matérialisme et l'idéalisme. Il est clair qu'il y en a un qui se trompe. Alors, on me dit aussi, l'infini aurait-il un rapport avec l'éternité? Moi qui pense que tout le monde cherche l'éternité alors que nous baignons dedans. Mais encore une fois, on ne baigne dans rien du tout. C'est tout qui baigne dans nous. L'éternité, elle est dans nous, elle n'est pas... L'éternité, c'est le fait qu'à chaque instant, la conscience est nécessaire. Donc elle va se reproduire éternellement. Mais il n'y a pas d'éternité. S'il y avait une éternité, il y aurait un infini. C'est la même chose. Il n'y a pas d'espace infini, il n'y a pas de temps infini. Il n'y a qu'une nécessité que le temps soit vécu d'une façon infinie, une nécessité d'un espace qui potentiellement devrait être infini. On y court, on essaye de l'intégrer, mais il n'est pas. Et donc, l'éternité, nous ne sommes pas du tout dans l'éternité. Nous sommes la conscience, cette conscience se reproduit à chaque instant et à chaque instant reproduit un univers. Nous, on interprète ça comme éternel parce qu'on le compare à notre ego. Puisqu'on s'identifie à l'ego, on compare tout à l'ego. Donc il dit l'ego, il ne dure pas longtemps, alors je suis dans une éternité, etc. Ok, on a le droit. Mais il n'empêche qu'il faut sortir de ça et arrêter de croire qu'on est dans l'espace et dans le temps. C'est l'inverse, c'est l'espace et le temps qui sont dans l'esprit. Et c'est ça le grand paradoxe de la métaphysique, c'est que les choses sont toujours en réalité exactement à l'inverse de ce qu'on croit. On croit être dans l'espace et dans le temps, non, c'est l'espace et le temps qui sont en nous. On croit être dans l'univers, non, c'est l'univers qui est dans nous. On croit que... et ainsi de suite. Tout est toujours à l'envers. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi certaines traditions qui disent que l'au-delà est à l'inverse du monde réel. Et que le monde réel n'est pas le monde matériel, c'est une autre réalité qui est exactement à l'inverse des principes, des lois du monde physique. Et donc on rejoint aussi ce genre de choses, qui est vrai. Alors, ça peut choquer de dire qu'on a raison ou que c'est vrai, mais bon, on ne va pas défendre une idée en pensant qu'on a tort, hein, ça c'est clair. On me dit, votre père nous affirme que nous ne sommes pas, mais que nous avons la sensation d'être. Pourriez-vous expliquer ce concept? Oui, mais je ne suis pas toujours d'accord avec mon père non plus, et là je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Disons que le je suis est incontestable. C'est l'impression d'être, c'est l'impression d'être quelque chose. Là, il a raison. L'impression d'être Franck, ça, c'est une illusion. Ok, je ne suis pas du tout Franck. Je suis la conscience qui se croit Franck provisoirement. Elle ne s'est pas toujours cru Franck, elle ne se croira pas toujours Franck. Donc, j'ai la sensation d'être en tant qu'ego. Mais la sensation d'être elle-même, elle est inévitable. D'accord. Alors, on me dit, suivez-vous un chemin initiatique ou spirituel au sens vrai du terme pour continuer à chercher et découvrir les mystères de l'univers et de Dieu? Bah, pas spécialement. Non. La seule chose importante pour moi, c'est d'appliquer la métaphysique le mieux possible. C'est-à-dire d'être le plus cohérent possible avec cette compréhension des choses. Et être le plus cohérent, c'est une relation avec les autres, c'est une relation au monde, c'est une relation à la planète, c'est une relation à tout ça. Et puis c'est de jouer tout ça, puisque c'est un rôle qu'on joue, et qu'il n'y a pas de se crisper en voulant garder des choses. Non, on est là pour échanger, on est là pour participer à la réalisation du tout, à la réalisation de l'infini, aider les autres à s'épanouir. C'est ça, simplement. Ça, c'est une pratique spirituelle, il n'y en a pas d'autre pour moi. Et c'est tout à fait suffisant. On peut appeler ça une relation à Dieu, évidemment. Les autres, c'est Dieu, l'univers. On peut appeler ça comme ça, c'est pas un problème. Alors, il y a quelque chose, moi aussi, quand même, qui me taraude, c'est que s'il n'y a pas eu de Big Bang et pas, effectivement, pas ce principe d'explosion, qu'est-ce qu'on nous montre avec les images de Hubble quand on nous voit des étoiles? Alors, on nous présente, on sait bien, des supernovas, des naines rouges, puis des fois, comme ça, des espèces de poussières d'étoiles, on nous dit, c'est des pouponnières à étoiles, etc., des étoiles qui sont en train de naître, et on nous montre bien des explosions. Alors, c'est quoi? C'est une propagande? Non. Il y a des moments où certaines... il peut arriver dans l'univers qu'il y ait des étoiles qui explosent plus ou moins. Elles n'explosent pas beaucoup, elles explosent un petit peu, parce qu'elles peuvent se dilater, mais ça peut prendre des milliards d'années. Ces explosions qui peuvent prendre des milliards d'années, elles peuvent avoir un état de dilatation
beaucoup plus grands que d'habitude parce qu'elles n'ont pas réussi à maintenir leur cohérence. Pourquoi? Parce qu'elles sont entraînées par peut-être trop d'autres étoiles autour qui les obligent par synchronisme à tourner à une vitesse qui est trop grande pour elles ou des choses comme ça. Mais c'est pas un problème, ça ne ni n'infirme ni n'affirme l'existence d'un Big Bang. Ça n'a pas forcément. Mais quand même, ça contribue à nous forger l'idée autour d'un Big Bang. Quand on nous montre une espèce d'étoile qui explose, puis on nous dit ah bah là c'est comme ça que naissent les étoiles, ça s'inscrit quand même dans la perspective du Big Bang, non? Écoutez, moi je croirais au Big Bang le jour où je m'apercevrai que mes atomes sont en expansion. Que vous dire de plus? S'il y avait une explosion et que le fait de voir les étoiles avec leur décalage vers le rouge voulait dire qu'ils sont en expansion, c'est d'ici qu'on les voit. Or ici, on est même, pour nous, le moment de l'évolution la plus concentrée et la plus réelle. On n'est pas le vide ici. Alors pourquoi est-ce que d'ici serait tout parti? Qu'est-ce que ça veut dire? D'ici ou dans le proche voisinage, n'est-ce pas? Mais bon, dans les cours, on donne des pages et des pages d'incohérence comme ça, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est comprendre les choses réellement. C'est pas de défendre ou de ne pas défendre une théorie qui est conjoncturelle. Alors, on me dit aussi, alors il y a plusieurs questions, on me dit pourquoi la matière a tendance à l'entropie? Est-ce par le fait que l'énergie qui se dégrade est due à la perte de conscience dans une forme? Non. La matière n'est absolument pas soumise à l'entropie. Ça aussi, c'est une vue de la physique qui est contraire à la première réalité, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'entropie. Cette table n'est pas en train de disparaître en tant que table. Les atomes ne sont pas en train de disparaître. Les atomes ont un âge certainement qui est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine avec l'histoire du Big Bang. On imagine 15 milliards d'années, ça peut être 15 000 milliards d'années ou 15 milliards de milliards d'années, c'est pareil. Ça n'a aucune espèce d'importance. Tout cela n'a aucune entropie. L'entropie, c'est simplement le fait de se transformer. Et on est obligé de se transformer parce qu'on a un but. Ce but, c'est de devenir infini. Donc on est obligé à un moment ou à un autre de vieillir. On est obligé de perdre sa substance pour recréer autre chose. Mais ce n'est pas du tout une perte, n'est-ce pas? Le jour où Franck ne sera plus là, les atomes seront toujours là. Et ils constitueront autre chose qui montre bien qu'il n'y a aucune entropie dans l'histoire. Oui, et puis même si je vais dans la matière, finalement, si on meurt, on prend mon corps, on va le mettre dans la terre, il va se refondre avec la terre, il va redevenir matière, et il va refaire un cycle. Mais oui, et je précise quand même pour les gens qui nous écoutent que entropie, c'est pas du tout ANTHRO, c'est pas le fait de ressembler à l'humain, c'est l'entropie ENTRO. Il a bien posé que et ça veut dire la perte progressive de l'énergie d'un système fermé. Ce qu'il y a, c'est que l'univers n'est pas un système fermé, l'être n'est pas un système fermé, l'homme n'est pas un système fermé. Évidemment, si on veut fermer quelque chose, si on fixe quelque chose dans des caractéristiques, on va s'apercevoir que ces caractéristiques vont disparaître à un moment ou à un autre. Ça, c'est tout à fait évident. Rien n'est éternel dans l'apparence matérielle. Alors, on me dit quoi encore? Mais l'atome est la preuve permanente qu'il n'y a pas d'entropie, sinon il y a longtemps qu'il serait arrêté. Si on veut garder le modèle classique de l'atome, est-ce que l'interaction entre le noyau et les électrons se traduit par une vibration constituant la matière? Non. Il n'y aurait aucune vibration entre un électron et un proton, tout simplement parce que les électrons auraient vite fait de tomber sur les protons et il n'y aurait pas de matière. Comment voulez-vous que des particules négatives restent à distance d'une particule positive? C'est impossible. Elle va tomber dessus. Si elle ne tombe pas dessus, c'est que quelque chose la retient à l'extérieur, et si quelque chose la retient à l'extérieur, il suffit de donner une pichenette pour que l'équilibre soit rompu et qu'elle parte à l'infini. Donc il n'y a aucune possibilité de concevoir la matière avec des particules positives et des particules négatives. Quand on dit ça à des physiciens, ils ne peuvent que le reconnaître. Alors pour échapper à ça, ils disent bon, c'est pas un problème d'équilibre mécanique, c'est un problème de mathématiques. Il y a un équilibre mathématique, donc on est content, on s'arrête là. Un équilibre, il y a tant de particules positives ici, tant de particules négatives là. Pour pas qu'elles tombent, on va inventer le quantum, c'est-à-dire une quantité d'énergie minimum indispensable pour que les particules pour que les électrons puissent changer d'orbite ou des choses comme ça, qui ne donnent aucune solidité au système. Mais en réalité, si ça marchait comme ça, vous approchez un aimant de ce livre, mais tout de suite les particules négatives vont se jeter sur le pôle positif de mon aimant. Alors il ne resterait rien de ce livre. Ce serait immédiat. Ces concepts-là
les physiciens savent pertinemment que c'est faux. Ils ne peuvent pas y croire. Il y en a qui y croient, parce qu'ils n'ont rien d'autre peut-être, mais beaucoup savent que c'est faux. Et on avait pu discuter avec avec des gens qui reconnaissent que, ok, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. On a gardé ces histoires depuis Maxwell, depuis, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui a inventé les particules positives et négatives. On reste sur ces concepts-là et on rajoute des théories pour arriver à maintenir une cohérence. Mais la science ne se fait pas en rajoutant théorie après théorie. C'est l'inverse. C'est en allant vers la simplicité et vers une théorie unique avec un principe unique, une énergie unique, et pas 3, 4, 5 forces pour expliquer l'univers. Comment voulez-vous que l'univers soit conçu à partir de 4 forces fondamentales? La gravitation, l'électromagnétisme, la force forte, la force faible. La force forte, c'est quand même trop rigolo. Vous imaginez, ça sert à ce que les protons, qui normalement doivent se repousser, restent collés. Mais comment peut-on imaginer une seconde que la nature va fabriquer des particules faites pour se repousser et inventer en plus une espèce de colle qui va les maintenir collés? Le mental peut inventer des trucs comme ça, mais la nature jamais. La nature est simple, l'univers est simple, c'est la simplicité même. Si l'univers n'était pas simple, il ne pourrait pas exister. Un principe, une nécessité, tout le reste en découle. Cette nécessité engendre une dualité, on la retrouve partout, et cette dualité permet de comprendre tous les phénomènes physiques. Aussi bien le fait que la Terre tourne, que le Soleil brille, que tout ce que vous voulez, les comètes, les machins. Tout est explicable. La libration lunaire est explicable avec ça. Elle n'est pas explicable avec les théories astrophysiques actuelles. Le fait que la Terre tourne n'est explicable avec rien. La gravitation n'est pas explicable. Même Einstein savait que sa théorie de la gravitation serait certainement remise en cause un jour, et son idée de l'espace courbe, il savait que c'était, bon, faute de mieux. Et de toute façon, la gravitation, c'est une apparence d'attraction. Lorsque les relations magnétiques sont stabilisées, on a l'impression qu'il n'y a plus que attraction. Mais en réalité, il y a attraction et répulsion tout le temps. Voilà. Nous aussi, nous n'avons jamais conscience de la répulsion, nous n'avons conscience que de l'attraction. Pourquoi on n'a pas conscience de cette répulsion, justement? Parce que c'est elle qui engendre la conscience. Donc la conscience n'apparaît qu'une fois que la répulsion s'est produite. Et donc on a conscience de l'univers, mais on n'a pas conscience du phénomène créateur de l'univers, qui est soi. Je crée l'univers, à partir de là, j'ai conscience. Et après, je n'ai qu'une idée dans ma conscience, aimer l'univers. Donc il n'y a plus que l'amour dans la conscience. Ce qui veut dire que tout comportement, toute action, tout sentiment est toujours de l'amour. Il n'y a que ça dans la conscience. Il ne peut pas y avoir autre chose que de l'amour. Quand on a compris ça, ça aide beaucoup aussi. À ne pas juger, justement. Et donc, au même titre que nous n'avons pas conscience de la répulsion, les aimants non plus, les particules non plus, n'ont pas conscience de la répulsion entre elles. Elles n'ont conscience que de l'attraction. Elles sont toujours en train d'essayer de se tomber les unes sur les autres. Mais le fait qu'elles restent à distance les unes des autres, ça... Donc c'est ce qui fait que tout tient. Donc cette attraction-répulsion, pour que mon corps, voilà, ma jambe, elle n'est pas en train de se disloquer, elle tient en elle-même parce qu'à la fois ça tire, à la fois elle se répulse. Voilà, c'est la répulsion qui est essentielle à la réalisation de la matière. Ce qui veut dire qu'avec les théories de la gravitation, il est impossible de rendre compte de la matière. Il faut la répulsion. Donc le magnétisme, attraction et répulsion. Et cette théorie permet de réunifier la gravitation et l'électromagnétisme, puisqu'on démontre que la gravitation n'est que le magnétisme dans des conditions particulières. N'est-ce pas? Dans nos particules, lorsqu'elles tournent en synchronisme, eh ben, au bout d'un moment, la répulsion n'apparaît pas, il n'y a plus que l'attraction qui apparaît. Ça, on vous l'explique en détail aussi. Une fois qu'on l'a lu une fois, on a compris, on se dit, bah oui, bah bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment a-t-on pu penser autrement un jour? Et après, on comprend la gravitation. Là, ce qu'on appelle la gravitation, ce n'est que du magnétisme dans des conditions particulières. Alors, on me demande de définir le terme amour. C'est quoi l'amour? C'est tout ce qu'on... C'est l'inverse de la conscience. Pour dire les choses de façon extrêmement abstraite, extrêmement difficile, je dirais que la conscience, c'est le fait pour la nullité du néant de s'opposer à son infinité, alors que l'amour, c'est le fait pour la nullité du néant toujours de réintégrer son infinité. Mais la conscience n'est conscience qu'une fois qu'il y a eu répulsion. Après, il n'y a plus que attraction. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'amour. Nous passons notre temps à aimer. Et la gravité, pour un caillou, c'est la façon d'aimer. Il n'a rien d'autre à faire, il se colle au sol, il est attiré, les planètes aussi, elles s'attirent. Bon, c'est leur forme d'amour.
Les végétaux, ils ont une forme d'amour un peu plus subtile qui est l'absorption des sels minéraux, des produits chimiques, de l'air, de la lumière, tout ça, pour en faire toute une alchimie qui est la vie. Et nous avons aussi en nous cette forme d'amour, évidemment, puisque nous avons un corps végétal, qui est le fait de manger, le fait d'avoir des humeurs qui circulent, du sang, tout ça. Et puis nous avons aussi une forme d'amour qui est animale, que nous avons déjà intégrée. Les animaux, ils sont plus libres que les végétaux, ils ont réussi à sortir leurs racines et ne plus dépendre de la terre, et ils vont pouvoir aller chercher des partenaires à droite à gauche, et la sexualité, etc. Tout ça, c'est une forme d'amour qui est proprement animale. Et nous avons aussi intégré ça. Mais une fois qu'on a atteint l'état humain, eh ben, l'amour prend encore une autre forme, qui est la communication comme on le fait maintenant, c'est-à-dire essayer de rencontrer l'autre pour s'apercevoir qu'on est un. Ça, c'est spécifique à l'être humain. Les animaux ne cherchent pas à se sentir un avec les autres. Ils se sentent un avec les autres parce qu'ils ne sont pas encore... Bon, il y a des tas de choses à expliquer là-dessus. Mais pour les êtres humains, la façon d'aimer est très spécifique. Et c'est toujours de l'amour. Le fait de parler comme on le fait maintenant, c'est de l'amour. Petit à petit, à force de communiquer, on s'aperçoit qu'on est un. Et c'est toujours ça le but de l'amour, c'est toujours de s'apercevoir qu'on est plus un qu'on ne croyait l'être. Et donc, l'évolution consiste à aimer de plus en plus, en intégrant l'autre de plus en plus, d'une façon de plus en plus infinie. Être de plus en plus infini. L'être humain est un peu plus infini qu'un caillou. C'est tout. Mais nous avons un corps de caillou qui est notre corps de sels minéraux. Quand on aura enlevé tout ce qui est éthérique, végétal, et qu'on n'aura plus de vie organique, eh ben, il restera des sels minéraux. L'argile, de la poussière, etc., comme on dit. Hein. Et ainsi de suite. Alors, on me dit, compte tenu de vos connaissances et de vos intuitions, si demain des scientifiques prouvaient que finalement la Terre était plate, bon. Ça, c'est la grande question qui taraude. On peut prouver tout ce qu'on veut physiquement parce que, comme on le disait tout à l'heure, on introduit dans l'univers petit à petit ce qu'on veut ou qu'on peut y voir ou qu'on a besoin d'y voir. Mais ben, aucune preuve physique n'est une véritable preuve. Alors, on me demande aussi... Oui, il y a pas mal de questions trolls en plus, quand il y a des questions comme ça, oui, des questions. Alors, on me dit, que pensez-vous du trinôme corps, âme, esprit? Alors, corps, âme, esprit, moi, je peu de mal à faire la différence entre âme et esprit. C'est un trinôme ou c'est un binôme âme et corps C'est le vocabulaire qu'on utilise habituellement. Moi, je n'utilise pas ce vocabulaire-là parce que ça ne me paraît pas la bonne formulation. Et la métaphysique, c'est préciser les concepts. Pour que les choses soient vraiment claires, il faut que les concepts veuillent bien dire ce qu'ils veulent. Donc pour moi, l'esprit, ça veut bien dire quelque chose de très précis. Conscience, ça veut dire quelque chose de très précis qui ne se confond pas avec l'esprit. Matière aussi, corps aussi, et âme, c'est un concept qu'on applique à quelque chose qui a une réalité et qui est simplement une étape dans l'évolution entre la séparation infinie et l'unité infinie, il y a toute une quantité d'étapes et il y a des tranches comme ça. Et une tranche, une âme, c'est le fait de rester quelque chose de soi, bien qu'on circule entre plusieurs états de l'être. Et puis au bout d'un moment, tout ça disparaît, néanmoins. C'est pas l'homme qui est éternel, c'est l'esprit, c'est la conscience et l'amour. Alors on me dit bonsoir monsieur Athème. Pour les physiciens, les protons et les électrons, les principaux constituants de la matière ordinaire sont stables pour au moins des milliards et des milliards d'années. Malgré que le proton n'est pas aussi mortel qu'on le suppose, sa durée de vie a toujours été revue par les scientifiques. Alors, monsieur Athème, sommes-nous éternels? Car nous sommes tous constitués d'atomes, de protons, d'électrons qui s'échappent de notre corps pendant notre mort. Qui s'échappe de notre corps pendant notre mort. Ah, c'est ce qui est marqué. Nous échappons de notre corps, ça c'est formidable. Évidemment, nous sommes éternels en tant qu'êtres, ça c'est clair, puisque l'infini n'est jamais atteint. Notre but est toujours, nous sommes toujours à la poursuite de ce but, donc l'énergie est éternelle. L'énergie, c'est la poursuite du but. C'est parce qu'il y a un but qu'il y a de l'énergie. S'il n'y avait pas de but, il n'y aurait pas d'énergie. Et donc, ce but-là n'étant jamais atteint,
Le temps est éternel, l'évolution est éternelle, etc. Ce qui n'est pas contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas d'éternité en tant qu'état, en tant que réalité. Bon, on dit, voilà, c'est l'éternité, c'est comme ça. Non, mais le fait d'être éternel, je l'ai dit aussi, c'est le fait de reproduire les mêmes nécessités à chaque instant. La même nécessité, la même cause est là à chaque instant. Donc la cause des électrons, des protons est là à chaque instant. Mais j'aime pas le terme proton ni le terme électron, puisque c'est attaché à l'idée qu'il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative. Alors que de toute évidence, les deux sont des aimants complets avec leurs deux pôles magnétiques. Donc évidemment, toute particule a un caractère d'éternité, vu que c'est la poursuite d'un but qu'elle ne peut pas atteindre. Oui, on peut le dire. Nous sommes constitués de ces particules-là, en tant qu'égaux, en tant que personne, mais pas en tant qu'être. En tant qu'être, c'est l'être. Il ne faut pas confondre toujours, il faut distinguer l'être et l'ego. Hein. La personne et l'être, c'est absolument nécessaire de les distinguer l'un de l'autre. Sinon, on ne comprend rien. Si vous pouvez expliquer le phénomène de rotation synchronisée, c'est ça, c'est le phénomène avec les aimants, oui. C'est ça, c'est bien. Oh ben, on a des petits appareils qui montrent ça très bien. C'est très facile à comprendre avec un appareil. Il est décrit dans le bouquin, on le décrit aussi dans des vidéos dans le cours de métaphysique. C'est très facile à comprendre. Lorsque vous mettez un aimant en présence d'un autre aimant, pas trop loin de l'autre, là c'est dans le cadre de la Terre, évidemment, on ne peut pas faire ces expériences dans l'espace vide, ben, ils vont se mettre en attraction maximum, essayer d'aligner leurs pôles pour tomber l'un sur l'autre. Mais si vous les empêchez de tomber l'un sur l'autre, et dans la nature, il y aura un moment où ils ne pourront pas tomber l'un sur l'autre, pour des raisons qu'on explique clairement. Pendant un moment, ils tombent les uns sur les autres, et puis au bout d'un moment, ils ne peuvent plus tomber les uns sur les autres, tout simplement parce qu'il arrive un moment où la répulsion et l'attraction sont équivalentes. Alors que quand ils sont proches, il y a une grande différence entre l'attraction et la répulsion. L'attraction peut toujours être vaincre, alors qu'à grande distance, l'attraction et la répulsion est quasiment identiques. Donc à ce moment-là, ils se mettent en rotation synchronisée, c'est-à-dire qu'ils se mettent en alignement pour tomber l'un sur l'autre, mais dans les cas, je disais tout à l'heure, où l'attraction est plus faible que l'élan acquis par le mouvement, et cet élan, c'est de l'inertie, et l'inertie, c'est l'inertie du moi, c'est l'inertie de la conscience, c'est pas l'inertie de la matière. L'inertie de la matière est là parce que l'ego a une inertie, parce que la volonté d'évaluer est freinée à une inertie. C'est des choses qui sont difficiles à intégrer comme ça, mais c'est très important, parce qu'après on s'aperçoit que tout est lié et qu'il n'y a aucune différence entre l'inertie et l'ego. Et donc, il arrive un moment où l'alignement des pôles ne permet plus la chute, parce que cette position est dépassée par l'élan acquis, comme les forces sont extrêmement faibles. Et donc à ce moment-là, les pôles qui s'éloignaient commencent à se rapprocher, tandis que les pôles qui se rapprochaient commencent à s'éloigner. Et donc à ce moment-là, c'est terminé, ils ne pourront plus jamais s'arrêter. Ils se mettent à tourner en synchronisme, toujours un pôle face à l'autre, et ils ne peuvent pas ne pas être en synchronisme, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui tourne comme ça et l'autre qui tourne autrement. À ce moment-là, il n'y aurait aucune gravitation, entre guillemets, il n'y aurait aucune attraction entre eux. Il n'y a attraction que quand il y a synchronisme, c'est-à-dire que chaque fois qu'un pôle se présente, il a le pôle opposé en face, dans un sens, après de l'autre côté, etc. Et c'est ça qui permet la pérennité de l'univers et l'existence de la matière. C'est comme ça que l'esprit fonctionne, que notre corps se constitue dans l'esprit. Alors, on me dit, ne pensez-vous pas que la science a pour but d'établir des lois qui permettent de prédire des phénomènes observables plutôt que de décrire le réel? Oui, la science a renoncé depuis longtemps à comprendre les choses. Elle n'est qu'utilitaire. Ouais. C'est bien. Il faut une science utilitaire pour faire des choses, pour réaliser des choses. On fait des expériences, on les reproduit, et puis on arrive à aller sur la Lune, on arrive à faire des choses passionnantes grâce à ça. Le problème arrive lorsque la même science, la physique, s'approprie l'univers en se disant c'est aussi notre spécialité de parler de l'univers, alors que la physique n'a aucun discours à avoir sur l'univers, c'est pas un objet physique. L'univers n'est pas un objet physique. Ce sera la grande phrase qu'on retiendra justement de cette fin, puisque là on arrive à la fin. Donc merci beaucoup Franck d'être venu. C'était un plaisir. Nous aussi, un plaisir partagé. Merci
À la régie, dans le noir, on voit rien, mais bon, on imagine, il y a quelqu'un, voilà. Merci aux modérateurs, modératrolles bien connectés. Merci aux métanautes, ceux qui ont posé des bonnes questions intelligentes. Voilà, les trolls qui envahissent le chat, là, en plus. Hein, on a mis des trucs, mais bon, les deux questions qu'on recueillit le plus, évidemment, comme d'habitude, de voix, c'est les questions les plus trolls, les questions les moins intéressantes, forcément, mais c'est toujours comme ça. Non, c'est des questions trolls. Bien de toute façon, on a un Facebook où les gens peuvent communiquer très facilement et poser toutes les questions qu'ils veulent. Ils ont plein d'informations aussi. Et on ne refuse jamais de répondre aux questions, par mail ou par autrement. Donc toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu maintenant, on peut y répondre. Donc Franck Hatem sur Facebook, c'est facile à trouver. FRNK, HATEM. Il n'y a pas de C à Franck. Ouais. Il y a d'autres gens qui s'appellent Franck Hatem, mais bon, en général, on le trouve, on le reconnaît. Voilà, en plus il y a le site, il y a le blog, il y a tout, on vous retrouve facilement, hein, et puis voilà, vu que les trolls, on va les avoir pour l'éternité, on a bien compris, on devra se faire une raison, nous aussi, il va falloir peut-être qu'on les intègre, hein, on va essayer de créer un autre univers, est-ce que notre conscience en sera capable, et on balancera tous les trolls dedans. Ils font partie de nous de toute façon. Voilà, ils sont en nous, on ferait merde, pas de chance. Bon, en tout cas, merci. Tant qu'on en aura besoin, on les créera. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je soupçonne certains. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve mercredi, normalement, si tout va bien. En tout cas, je n'ai qu'une chose à vous dire, vous savez très bien, c'est que forcément, même si vous n'êtes pas dans un autre univers, vous êtes forcément dans le nôtre, et que vous écoutez ce message, et forcément, vous êtes la résistance. Ciao, ciao, merci. Ciao. Bonne soirée tout le monde.